Aujourd'hui, à revue, un film autobiographique sur un week-end de 1983. Oui, en 1983, Chuck Norris, à temps perdu, faisait du bénévolat pour les Texas Rangers. En 3 jours, il rencontrera l'amour, anéantira un réseau de marchands d'armes et prendra une douche. De 1983, Lone Wolf McQuade, œil pour œil. Et ça commence maintenant. Le film commence par un générique qui nous présente un loup. Un loup vu et revu sur des centaines de t-shirts depuis 1983. Dans le désert du Texas, des voleurs de chevaux croient pouvoir s'en sortir facilement. Au loin, un homme les observe, un homme crasseux comme un cochon. On voit un hélico arriver au loin, c'est de la flicaille. Le problème, c'est que les voleurs de chevaux vont prendre les flics en otage. Alors comme ça, la police veut me voler mes chevaux. Ils sont à moi, ces chevaux. On se rapproche de plus en plus de l'homme qui a pas pris de douche depuis 1 mois pour se rendre compte que derrière cette crasse, c'est Chuck Norris. Et Chuck Norris ne va pas les laisser faire ce qu'ils veulent comme ça au Texas où il est ranger. Il va commencer par faire péter un camion, question de les avertir que c'est fini. Et là, ils vont commettre une erreur, les voleurs de chevaux. Ils vont essayer d'intimider Chuck Norris. Personnellement, je pense que ça l'énerve plus que ça l'intimide. Chuck décide donc de descendre du haut de son rocher où c'était beaucoup trop facile pour lui de les tuer un par un. C'est l'heure pour lui de leur donner une petite leçon en combat rapproché. Ils veulent une baston, ils vont avoir une baston. Ils vont ensuite faire une erreur monumentale. Ils vont laisser Chuck Norris mettre la main sur un Uzi. C'est un carnage. Les mecs croyaient pouvoir voler des chevaux au Texas comme ça sans conséquence. Ben, il reste plus grand monde en vie pour avoir l'idée de voler des chevaux une deuxième fois. Malheureusement pour Chuck, il a même pas le temps de célébrer sa victoire. Faut qu'il aille en ville, à El Paso, célébrer le départ à la retraite de son meilleur pote, Dakota. Alors, parle, Dakota. Rien à foutre, t'as eu les voleurs de chevaux? Et comment? Son capitaine va également profiter de l'occasion de voir Chuck en ville pour avoir une discussion avec lui, parce qu'il n'apprécie pas ses méthodes. Pas qu'il n'obtienne pas de résultats, ça, il accepte le fait qu'il obtient des résultats. Ce que son capitaine n'aime pas, c'est que Chuck n'est pas un bon chrétien, Chuck n'est pas marié, Chuck est divorcé, Chuck va pas à l'église. Un pilier de la communauté qui va à l'église, qui a une vie honnête. On rencontre maintenant Wilkes, joué par David Carradine. Et Wilkes va apprendre à des Cubains que c'est pas des communistes qui vont venir faire la loi au Texas en 1983. Il est particulièrement important que je retourne à La Havane. Le lendemain matin, le nouveau partenaire de Chuck se pointe à sa piole sans l'avertir. Non seulement ça énerve Chuck Norris d'avoir un nouveau partenaire, mais si en plus le gars prend même pas le temps de téléphoner avant d'arriver, eh ben Chuck Norris est tellement énervé qu'il tire dans sa propre maison, quoi. Je travaille quand je veux et sans l'aide de personne. Mais le capitaine Tyler... Non, merde! Pour se calmer un peu puis recentrer son chi, il va aller pratiquer ses mouvements d'actionneur des années 80 dans sa cour arrière. Après s'être assuré d'être capable de faire tout ce qu'un actionneur des années 80 doit être capable de faire, il va aller voir son ex-femme et sa fille. Sa fille va avoir l'idée de génie de lui présenter le mec avec qui elle sort. Chuck Norris était de bonne humeur cette journée-là. Pour le moment, le mec est toujours en vie. Papa, je te présente mon ami, Bobby Drew. Qui c'est celui-là? Vous saviez ce qui manquait à ce film-là? Un nain en chaise roulante. Je vous présente Falcon, un des méchants du film. Lola, une femme qui doit avoir 50 plus que sa fille, arrive à dos de cheval. Chuck et Dakota sont des hommes de leur époque et Œil pour œil est un autre film des années 80 qui n'avait pas de budget pour les soutiens-gorge. De voir ce beau fruit qui pourrit sur la branche.
La fille qu'il matait, c'est la copine de Wilkes, David Carradine. Et portez attention au regard vicieux de Lola, qui en embrassant Wilkes regarde Chuck Norris. Et comme d'habitude, en 1983, à El Paso, au Texas, il y aura une exhibition de karaté dans laquelle Wilkes démontrera toute sa puissance avec un coup de pute. Wilkes va offrir un combat amical à Chuck Norris. Chuck va lui dire « Moi, je ne me bats jamais pour le plaisir. Mes poings sont des armes de destruction massive et ils ne servent pas à la démonstration. Si je sors mes poings, c'est pour tuer un homme. » Non, merci. Salut toi, qui n'es pas abonné à Revue. Que crois-tu que Chuck Norris te dirait s'il savait que tu n'étais pas abonné à Revue? Moi, je pense qu'il te dirait de t'abonner maintenant. Maintenant. Avant qu'il change d'idée et qu'il devienne un peu violent. On retourne maintenant à œil pour œil. Malheureusement, un mec bourré va commencer à faire chier Dakota parce qu'il peut, quoi. Parce qu'il a trop bu. Et encore une fois, c'est les gens qui savent pas boire qui punissent ceux qui le savent. Contre son gré, Chuck Norris va trouver une solution hyper facile pour régler le problème. Un seul coup de pied. Mais Chuck reste philosophe. C'est un homme qui comprend la vie. Je devais enfermer tous ceux qui s'attaquent à moi, il n'y aurait plus assez de place dans les prisons. Lola va demander à Chuck s'il veut aller se balader. Il va dire « OK, j'ai rien d'autre à faire ». Mais parallèlement à tout ça, sa fille va être témoin d'une genre d'embuscade en pleine autoroute. Une vente d'armes illégale. Son copain, qui avait survécu à sa première rencontre avec Chuck Norris, ne survivra pas à un Uzi. Qu'est-ce que vous voulez? Sa fille, elle, sera poussée dans un ravin. Lola, qui a pas 5 minutes, est en train de jouer de la langue avec David Carradine, regarde Chuck Norris dans les yeux et trouve un sens à sa vie. Et apparemment, elle est avec Chuck Norris maintenant. Heureusement pour le Texas, la fille de Chuck Norris a survécu. Mais ça ne l'empêchera pas de commencer sa petite enquête. Il va aller voir Ramos, son nouveau partenaire, et ensemble, ils vont se mettre à fouiller. Ils vont aller voir Snow, un de ses indiques. Et comme il n'a pas tué personne encore aujourd'hui, eh ben, c'est le temps de s'y mettre. Même si tu veux te suicider en fonçant dans un réservoir de propane, Chuck Norris va te sauver et te poser les questions qu'il a à te poser. C'est pas toi qui décides du jour de ta mort. C'est Chuck Norris qui décide si t'as encore quelque chose à faire sur la planète. Non! Bien sûr, intimidé par la présence de Chuck Norris, Snow va vider son sac. Il va tout balancer. Falcon, Wicks, des armes, des Cubains. Il va tout dire. Une vraie petite pute de balance. Il envoie des armes au Mexique et aussi en Amérique centrale. C'est aux terroristes qui les vont. Quand Chuck Norris arrive chez lui pour se changer, eh ben, Lola est déjà à son appartement et elle fait du ménage. Elle lui a acheté des légumes et des vitamines. Qu'est-ce que c'est que ça? Des vitamines. Des vitamines, c'est déjà une insulte à la constitution de Chuck Norris. Mais elle a jeté ses bières. Où est la bière? Dans la poubelle. Un jour, tu te tueras à force de boire. Je sais pas pour vous, mais cette femme-là commence à vraiment me faire chier, OK? Non seulement elle a acheté des vitamines, non seulement elle a jeté ses bières, mais vous trouvez pas qu'elle pousse le bouchon un peu loin, là? Faut savoir quand s'arrêter et faut savoir à qui on parle. Tu pourrais t'intéresser un petit peu plus à moi. Mais bon, Chuck Norris va lui dire de se taire et ils vont aller baiser dans la boue. Chuck, encore une fois sur la route, va aller voir Falcon, le nain en chaise roulante qu'on a vu plus tôt dans le film. Et on sait que c'est un véritable vilain parce qu'il a un faux mur. Chuck n'aura donc pas les informations qu'il cherchait, mais ce n'est qu'à charge de revanche. De retour avec Wilkes David Carradine qui va signer son arrêt de mort en tuant Dakota. Maintenant, le FBI s'en mêle et Chuck Norris peut pas y croire.
C'est son meilleur pote qui vient de se faire tuer et c'est lui qu'on accuse de pas savoir faire son boulot. Je vais vous dire un truc à propos des pouces crayons. Ils comprendront jamais la vie d'un homme d'action, d'un loup solitaire. Vous êtes en vacances non payées. À partir de maintenant, nous vous aviserons des mesures prises à votre égard. Il va rentrer à la maison, question de prendre une bière tranquille et de réfléchir à son plan de match. Mais Lola va être encore là pour le faire chier. Qu'est-ce que tu as? Rien de grave. S'ils avaient signé leur arrêt de mort en tuant Dakota, ils viennent maintenant de s'assurer d'une mort lente et douloureuse en tuant le loup de Chuck Norris. Le peu d'humanité qui restait dans Chuck Norris est mort cette journée-là. C'est le regard lourd et l'œil mouillé que Chuck Norris dira adieu à son compagnon. Et tu vois naître dans ses yeux la lueur de la vengeance. Pour le moment, on ne sait pas s'il y aura justice, mais une chose est certaine, il va y avoir des morts. Et fumier. Chuck va finir par trouver la position de la base de Wilkes où il cache les armes illégales. Il va même inviter les fédéraux à venir observer et apprendre de ses méthodes. Mais le con du FBI, comme d'habitude, il va foutre la merde, quoi. Ils ont aucune idée de ce que ça prend pour être un actionneur dans les années 80. Burnside! Jetez vos armes et mettez les mains sur la tête ou je tire! Dégagez! Chuck Norris va se laisser prendre prisonnier, question de pouvoir vraiment regarder son ennemi dans les yeux et juger de la force de ses coups de poing et de ses coups de pied. Ils vont essayer d'enterrer Chuck Norris vivant dans son Dodge. Comme si c'était une situation qui pouvait stresser Chuck Norris. Parce que Chuck, il a zéro stress présentement. Il va s'ouvrir une petite bière tranquille. Un coup sorti du trou, il va commencer à fumer du glandu. De retour chez lui, et en pensant à tout ce qui se passe depuis le début du week-end, il va s'énerver. Oui, il va penser à une femme qui veut le forcer à bouffer des légumes et des vitamines. Il va donner un coup de pied à sa piole, puis sa piole va s'effondrer. Falcon va venir voir Chuck Norris et lui apprendre que Wills a kidnappé sa fille. Par chance pour Falcon, Chuck Norris s'est déjà trop énervé contre sa piole. Donc il va prendre l'information de Falcon, la position de la base de Wilkes au Mexique, regarder son ex-femme et dire « T'inquiète pas, je vais chercher notre fille, je reviens dans 15 minutes. » C'est lui qui a votre fille. On va laisser Chuck Norris entrer sur le territoire mexicain où il sera accueilli comme un prophète. Le village tout entier va l'entourer par admiration. Certaines femmes s'offriront à lui, d'autres traiteront son Dodge comme un lieu saint. On sait maintenant que la fin du film approche parce que Chuck Norris porte un bandeau rouge. Il va furtivement entrer dans la base de Wilkes et apercevoir Lola au loin. Et d'un seul regard, il va se souvenir qu'elle a déjà jeté ses bières à la poubelle. En une simple fraction de seconde, il va comprendre que des sentiments comme l'amour, la tendresse, c'est pas fait pour des hommes comme lui. Il va enfin trouver sa fille et maintenant c'est le moment de commencer à tuer des mecs. Oui, parce qu'oubliez pas qu'on a kidnappé sa fille, on l'a jeté en bas d'un ravin. Oui, on lui a rendu service en fumant le mec qui voulait la niquer, mais on a quand même tué Dakota aussi et surtout son loup. Donc oui, maintenant, ça commence, il y a des mecs qui vont crever. Il va y avoir des explosions un peu partout, OK? Mais rien pour empêcher Chuck Norris de monter dans un bulldozer et faire un face-à-face avec Wilkes. Mais Chuck Norris n'est pas venu au Mexique pour faire un tour de machinerie lourde. Il est venu au Mexique pour tuer Wilkes. Donc, il va descendre de son bulldozer, regarder Wilkes droit dans les yeux et on aura enfin droit au duel mano à mano qu'on attendait depuis le début du film. Chuck Norris, David Carradine. Très aimable de venir me rendre visite. Question de faire durer le plaisir, Chuck Norris va faire semblant que recevoir du sable dans les yeux, ça peut l'affecter. Et quand Wilkes va donner une droite à sa fille, eh bien ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. Wilkes va devoir faire face à une avalanche de coups de poing et de coups de pied.
Enfin, Lola va servir à quelque chose. T'es pas trahi. Oui, tu l'as trahi. Tu voulais lui faire bouffer des vitamines, tu voulais lui faire bouffer des légumes, t'as jeté ses bières, t'as fait le ménage de sa piole. Tu te prends pour qui? Mais bon, Chuck Norris va éviter un feu nourri de Uzi parce que de toute façon, c'est une arme qu'il maîtrise tellement que le Uzi ne peut pas affecter Chuck Norris. Lancer une grenade à David Carradine qui va crever. Et c'est la fin de Œil pour œil. Lone Wolf McQuade. Changera pas. Le corrigible. Je vous mentirai pas, ce film-là, il donne vachement envie de s'ouvrir une bière. Exercice de virilité ultime. Œil pour œil te donne tout ce qu'un film d'action doit te donner. Un Chuck Norris au sommet de sa forme dans une bonne histoire, David Carradine en vilain exceptionnel et de la violence gratuite. Oui, parce que, on se mentira pas, c'est pour ça qu'on écoute ce genre de film-là, pour la violence gratuite. Ce film-là, quelque part, c'est un modèle de l'époque, quoi. C'est exactement ce genre de film-là, à cette époque-là, que tu voulais voir. Moi, j'ai découvert ce film-là plus tard dans ma vie, vers 15-16 ans, et j'ai adoré. Donc, il vieillit relativement bien, ce film-là. Et posons-nous la question, est-ce qu'un jour, Marvel nous offrira un super-héros poilu comme un ours? Je pense pas, non. J'ai pas 20 000 trucs à dire sur Œil pour œil, je vous conseille fortement d'aller le voir. À moins, bien sûr, que vous ayez vos petites sensibilités modernes, si c'est le cas, vous n'aimerez pas ça. Si la violence gratuite et la masculinité toxique n'est pas quelque chose qui vous dérange, ben, je vous conseille fortement d'aller regarder Lone Wolf McQuade, Œil pour œil. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, laisser un message, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Dans les années 80, le communisme avait un ennemi, Chuck Norris. Et si Chuck Norris décide d'aller sauver des prisonniers de guerre au Vietnam, Chuck Norris sauve des prisonniers de guerre au Vietnam. Aujourd'hui, à revue, peut-être le rôle le plus iconique de Chuck Norris, le colonel James Braddock. Après son passage, la jungle vietnamienne ne sera plus jamais la même. De 1984, Missing, In Action, Porté, Disparu. Et ça commence maintenant. Le film commence par une musique tellement héroïque que tu lèves le son et tu te laisses transporter dans la jungle du Vietnam. Un enfer de verdure et d'humidité. Et quand Chuck Norris voit un arbre qui n'est pas américain, il a le devoir de le détruire. Attaqué par les Viet Cong alors que lui et son unité essayent de traverser une rivière, au loin, on aperçoit un hélico. Question de donner un défi à Chuck Norris, eh bien l'hélico va atterrir juste à côté d'une position défensive Viet Cong. Les Viet Cong vont réussir à faire exploser un hélico américain, mais Chuck Norris fera payer les coupables. Malheureusement, Chuck Norris va prendre une balle, une égratignure, mais ça va tellement l'énerver qu'il va sauter en bas d'une tour avec 2 grenades dans les mains. Tout ça était un flashback. Oui, Chuck Norris, dans ce film, souffre de symptômes post-traumatiques. Il se réveille en sueur et va chercher son petit déjeuner préféré, une bonne bière froide. En regardant par la fenêtre, les flashbacks reviennent. Un des vôtres pour un des miens. Il y a un mec à la télé qui va parler de négociations entre le Vietnam et les États-Unis afin de libérer
des prisonniers de guerre. Le mec va oser dire le nom de Chuck Norris à la télé, ça va tellement l'énerver qu'il va péter la télé, quoi. Les délégués espèrent que la présence du colonel Braddock à la table renforcera leur position. Afin d'aider à la libération des prisonniers de guerre américains, Chuck Norris va décider de joindre les négociations avec les Viet Cong. Juste regardez un petit peu comme il est attifé. Ce n'est pas un concours d'élégance, monsieur. Et je vais vous dire un truc à propos de Chuck Norris. Si Chuck Norris a envie de vous serrer la main, eh bien, Chuck Norris vous avertira avant d'arriver. Petite parenthèse, si vous savez où je peux trouver ces lunettes-là, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Sur le tarmac, Chuck Norris aperçoit un mec qui l'avait torturé à l'époque où lui-même était prisonnier de guerre. Sans le savoir, cet homme n'a plus que quelques jours à vivre. Première rencontre de politicailleux et on accuse Chuck Norris de crimes de guerre. Les hommes et ces femmes ont été témoins des crimes de guerre commis par le colonel Braddock. Les Viet Cong étaient tellement confiants à l'époque qu'ils avaient mis la tête de Chuck Norris à prix. Et si vous disiez pourquoi ma tête valait 20 000 $? Pour vos crimes de guerre, bien sûr, colonel. Non, parce que j'ai tué des salopards comme vous. Le soir, à l'hôtel, Chuck Norris décide que c'est l'heure d'aller se balader. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Devinez, ma chérie. Retournez-vous, je suis un garçon timide. Chuck a des questions et il va aller voir directement le chef de la délégation des Vietnamiens pour avoir des réponses. Selon ce que tu me diras, je te laisse vivre ou je te tue. Et le mec, pour un général vietnamien, n'a pas énormément de couilles, hein. Chuck Norris va lui lancer 2-3 regards et il va tout lui balancer. Normal. Dans le delta, 8 kilomètres après la côte. Non, épargnez-moi, me tuez pas. En plus, quand Chuck part et dans sa grande générosité, il avait décidé de laisser le mec en vie, eh bien, le mec essaye de tirer sur Chuck Norris. Je vous confirme que c'est à partir de ce moment-là que les négociations avec le Vietnam sont terminées pour Chuck Norris. Les Viet Cong soupçonnent Chuck Norris d'avoir tué leur général, mais Chuck a un excellent alibi. Je suppose. Il est resté avec vous toute la nuit. C'est exact. Salut toi. Savais-tu qu'à chaque fois que je fais un film sur Chuck Norris, je prends le risque qu'il me trouve et me tue? Ne me laisse pas mettre ma vie en jeu comme ça en vain. Abonne-toi juste ici, laisse un pouce bleu, active les notifs et partage la vidéo avec tes amis. On retourne à Missing in Action. Porté disparu. Avec toute l'attention sur lui, Chuck Norris décide de se déplacer vers Bangkok. Question de préparer une mission de sauvetage, maintenant que le général lui a avoué qu'il y avait des Américains au Vietnam, qu'il y avait des camps de prisonniers. Chuck Norris doit les sauver. Comme d'habitude, quand il arrive à Bangkok, Chuck Norris arrête aux putes. Mais ce coup-là, c'est pour aller voir un de ses potes, Doc. Je voudrais faire une croisière avec toi dans la zone du Delta. Je te dois bien ça. Ensuite, c'est l'heure d'aller faire un peu de shopping. Oui, il va avoir besoin d'équipement s'il veut se rendre au Vietnam, sauver des prisonniers et revenir en vie. Et on va lui offrir un Zodiac par balle. Un bateau Zodiac contre les balles. Ça déménage à 100 km à l'heure. Juste le dire à voix haute, là, je sais que ça n'a aucun sens. Et si vous vous posez la question, Chuck Norris est le meilleur négociateur de l'histoire de la négociation. 25 000 $ américains. 7 000. 17 000. 15 000 $. 10. Vendu. Question de le motiver encore plus, quand il arrive à son hôtel, il y a un mec qui l'attendait dans sa garde-robe. Depuis combien de temps le mec était là, je sais pas. Mais ça démontre la patience d'un mec qui veut tuer Chuck Norris. Par contre, il tuera pas Chuck Norris. Il y a même des Vietnamiens qui se foutent complètement que son hôtel soit dans une rue passante, etc., et qui vont essayer de tuer Chuck Norris au bazooka. J'ai déjà parlé dans le passé que une arme comme le Uzi, par exemple, ne peut pas atteindre Chuck Norris. Eh bien, dans le cas du bazooka, c'est plus ou moins la même chose. Chuck Norris a atteint un niveau tellement élevé lorsque lui-même utilise un bazooka que l'arme en tant que telle le reconnaît et ne peut pas lui faire de dommages.
Tout ça sera suivi d'une poursuite dans le port de Bangkok. Vous vous souvenez que plus tôt dans le film, quand il était sur le tarmac, il a vu un des mecs qui l'avait torturé quand Chuck Norris était prisonnier. Et bien, ce mec-là a l'idée de venir tuer Chuck Norris avec une hache. Comme vous pouvez l'imaginer, ça se termine pas super bien pour lui. Départ en Zodiac pour la mission de sa vie. Et question de se chauffer un peu, eh ben, il va tomber sur une petite unité de Viet Cong qui va servir d'amuse-bouche. Faut que vous compreniez un truc sur Chuck Norris quand il est dans la jungle vietnamienne. Il n'a pas besoin de GPS pour s'orienter. T'as l'étrange sentiment que les arbres, les feuilles, le gazon lui parlent. Et c'est comme ça qu'il va trouver hyper rapidement la base de Viet Cong. Et laissez-moi vous dire que Chuck Norris n'est pas venu au Vietnam pour faire des gâteaux. Chuck, en furtif, rentre dans la base, commence à installer son C4 un peu partout. Mesdames, messieurs, c'est l'heure pour le barbecue de Viet Cong de commencer. Pour Chuck Norris, tout ça, c'est presque de la chasse au lapin, quoi. Et là, il va sortir le bazooka. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez la différence de puissance. Oui, parce qu'un bazooka dans les mains de n'importe qui, on a vu ce que ça donnait plus tôt. Mais un bazooka dans les mains de Chuck Norris, c'est une toute autre arme. Il va trouver un prisonnier qui va lui apprendre que les Américains ont été déplacés plus tôt dans la nuit. Chuck fera ni une ni deux. Il va retourner vers Tok, qui est au Zodiac, et pourchasser un convoi de Viet Cong. Je vous mentirai pas, ça va être un massacre. Il y a des Viet Cong qui croient être capables de tuer Chuck Norris au bazooka. Encore une fois, des erreurs d'amateurs. Le bazooka ne peut pas faire de dommages à Chuck Norris. Et c'est comme ça qu'on crée des héros, OK? Regardez Chuck Norris dans toute sa puissance. Ils vont bien sûr trouver les prisonniers, monter sur un Jeep et se casser avant qu'un autre convoi arrive. Mais le convoi va les pourchasser. Chuck Norris a une idée de piège à con. Il va mettre une grenade dans son Jeep et quand l'autre Jeep va arriver, ben boum! Et à chaque fois que Chuck Norris met un piège à con, eh ben ces pièges à con trouvent toujours des cons. « 3 kilomètres de marche dans la jungle avec des prisonniers à moitié morts. Et on doit traverser une rivière en plus de ça. Est-ce que vous croyez que ça empêche Chuck Norris de tuer qui il veut, quand il veut, comme il veut? Absolument pas. La puissance de la jungle vietnamienne l'habite. Et quand Chuck décide de tirer, il n'y a aucune balle qui peut manquer sa cible. Au loin, un hélico. Tok décide de monter sur son bateau, question de laisser le temps à Chuck et aux prisonniers de se rendre à l'hélico et de monter dans l'hélico, mais la garde côtière va arriver avec des gros flingues et tuer Tok. Un héros parmi tant d'autres, mort pour la gloire de l'Amérique. Accroché à une échelle alors que l'hélico s'en va, on voit encore une fois toute la puissance de Chuck Norris. Mais ce n'est pas la fin du film. Non. Chuck décide de prendre l'hélico et d'aller le stationner à Saigon, devant le building où il y a la rencontre de négociation entre les Viet Cong et les Américains. Et pendant que les Viet Cong sont en train de dire à tout le monde qu'il n'y a pas de camp de prisonniers américains au Vietnam, que tout ça c'est des rumeurs, Chuck se pointe avec les prisonniers et c'est la fin de Portée disparue, Missing in Action. Déjà, mettons une chose au clair, la guerre est finie quand Chuck Norris décide que la guerre est finie. Son Vietnam, lui, il l'a vécu jusqu'au début des années 90. Et cette série de films-là, Missing in Action, et son personnage du colonel James Braddock, et peut-être ce qui a fait de Chuck Norris,
Même si personnellement je préfère Lone Wolf McQuade et Invasion USA, la série Missing in Action a un petit quelque chose. Un petit quelque chose que je préfère dans Commando ou Rambo 3, mais un petit quelque chose quand même. L'association entre le groupe Cannon et Chuck Norris est géniale pour la simple et unique raison que c'est dans les films de la Cannon que Chuck Norris est le meilleur. Les scénarios étaient clairement écrits sur mesure pour lui et la Cannon savait très bien le promouvoir. Mais la série Missing in Action est quand même un peu bizarre parce que la suite du 1 et le 3 et le 2 est un préquel. Oui, parce que le 2 nous raconte sa captivité et son évasion du camp de Viet Cong, alors que le 1 et le 3 sont des retours au Vietnam pour sauver des prisonniers. D'ailleurs, le 2 a été filmé avant le 1, mais comme Menahem Golan préférait le 2, eh bien, il a décidé de faire du 2 le 1. C'est particulier la Cannon quand même, hein? On peut clairement argumenter que ce film-là est un fantasme de vengeance à l'américaine. On a perdu la guerre, mais on laisse personne derrière. Ça représente les années Reagan assez bien, je pense. Et ça représente l'Amérique des années 80 en général très, très bien. Je vous dirais même que le défaut de ce film-là, c'est qu'il se prend peut-être un petit peu trop au sérieux. Et ça fait en sorte que le milieu du film a énormément de longueur. J'adore les films d'action, mais des fois, j'ai un souci quand ils se prennent trop au sérieux. Parce que tu peux pas survivre à 3 coups de bazooka et te prendre au sérieux. Est-ce que je vous conseille Portée disparue? Déjà, si vous êtes pas fan de Chuck Norris et que vous n'aimez pas son style ou son genre, vous allez pas aimer les films Missing in Action. Parce que c'est des outils de promotion pour Chuck Norris. Mais si vous ne l'avez pas vu et que vous avez aimé ma vidéo sur Lone Wolf McQuade, que vous avez aimé ma vidéo sur Invasion USA, eh bien, vous allez aimer. Je vous conseille même de commencer par le 2 au lieu de commencer par le 1. Le 2 est meilleur. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est mon Annie à moi. Je décide de me gâter, de vous présenter un coup de cœur. Fort probablement un de mes films d'action préférés de ma vie. Un film qui a tout pour vous tenir en haleine pendant plus de 2 heures, sans compter Chuck Norris. Aujourd'hui, à revue de 1986, réalisé par Menahem Golan, Delta Force. Et ça commence maintenant. Le film commence en Iran. Attachez-vous parce qu'on voyage beaucoup dans ce film-là. Un hélico explose alors qu'un autre atterrit. Un hélico est en feu. À l'intérieur de l'hélico, Pete, un coéquipier de Chuck Norris. Et s'il y a une chose que Chuck Norris ne fera jamais, c'est laisser un coéquipier derrière lui, quitte à soulever un Jeep. Je vais soulever la Jeep. Tu te tiens prêt, hein? Mon colonel, les voilà! Pour Chuck, c'est sa dernière mission. Il y en a marre des pouces-crayons, des gauchistes étoilés qui lui disent comment faire sa guerre. Ouais, j'ai passé 5 ans au Vietnam à supporter leurs conneries. J'en ai marre. Démissionne dès qu'on est rentré, moi. On se transporte maintenant à Athènes, en Grèce, où les mecs les plus louches du monde sont sur le point de prendre l'avion. Oui, il y a plein de stéréotypes dans ce film-là. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, bon numéro 605. Faut faire gaffe parce que dans l'avion, il y a même des sœurs et un curé. La sœur veut dire qu'elle veut bien aller au ciel, mais sûrement pas en avion. Détournement. Je peux faire sauter l'avion avec cette grenade! Restez tranquille! On détourne l'appareil! Ne bougez pas! Pas super habiles, les terroristes, hein? Ouvrez cette porte ou je fais exploser l'appareil! Le pilote, qui est un de mes personnages préférés de ce film-là, lui, reste cool. Et avant, on remet la goupille dans cette putain de grenade. Prends-la. Destination, Beyrouth. C'est moi le commandant de la nouvelle révolution mondiale. Beyrouth, cap sur Beyrouth. Beyrouth. La nouvelle du détournement voyage vachement vite, de Beyrouth à Washington. Le président a décidé d'envoyer un commando de Delta Force en Méditerranée. Quand Chuck entend ça aux nouvelles qu'il y a eu un détournement d'avion en Grèce, tu vois tout de suite dans son regard que le sang va couler. Steve James, lui, encore une fois Steve James dans un film, mais quel moment incroyable on vit. C'est très bien.
que Chuck Norris ne les laissera pas partir tout seul à la guerre. Peut-être qu'il est en route et qu'il va bientôt arriver, mon colonel. Non. Dans l'avion, on demande à Ingrid, une hôtesse de l'air, blonde et allemande, d'identifier les Juifs et de les rassembler. Pour Ingrid, il s'agit ici de quelque chose de terrible. Elle est allemande. Elle a connu le nazisme. Elle ne veut pas participer à ce genre de terreur-là. Comprenez-vous? Obéissez! Non, pas ça! Non, pas moi! Je suis allemande! Steve James avait raison, bien sûr. Chuck Norris se pointe. On lui a même donné une promotion. Commandant. C'est vrai, commandant. Félicitations. Dans l'avion, on peut palper le poids de l'antisémitisme. N'oubliez pas que Menahem Golan, le réalisateur du film, est israélien. La morale de ce film, c'est la puissance du catholicisme. Eh bien, je suis juif, tout comme l'était Jésus-Christ. Vous n'en prenez aucun ou vous nous prenez tous. L'avion arrive à Beyrouth et le pilote nous démontre encore une fois que lui, il n'a pas laissé ses couilles en Grèce, OK? Beyrouth, faites pas les cons, dégagez la piste, sinon on va se péter la gueule. Les Deltas, eux, préparent leur intervention. Il n'y a que 2 terroristes à bord. Et comment tu le sais? J'ai téléphoné à Sherlock Holmes. Sauf que l'armée libanaise semble être du côté des terroristes. Haine et trahison. On a besoin d'apaiser l'opinion publique américaine, c'est urgent. C'est moi qui commande. Je suis ton chef. Et maintenant? Des terroristes vont embarquer sur l'avion à Beyrouth. Des mecs avec des sacs noirs sur la tête. Je vous garantis qu'ils étaient 2 au début. Maintenant, ils sont beaucoup plus que 2. L'avion redécolle sans les passagers israélites. On les a envoyés à Beyrouth. Dépêchez-vous. Pour Chuck Norris et les Deltas, c'est destination Alger afin d'intercepter les terroristes. Encore une fois, le gouvernement va ralentir Chuck, qui lui pourrait régler le conflit en un clin d'œil. Mais des politicoyeux lui mettent des bâtons dans les roues. On va débarquer à Alger. Préparez-vous. Je suis désolé, Nick. Le président ne veut pas risquer une seule vie. Salut, toi. Savais-tu que sur l'autoroute du Nord, la route est longue et parfois la solitude s'empare de moi? Mais c'est grâce au soutien de toutes ces personnes-là que j'arrive à continuer mon chemin. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifications et à partager la vidéo avec tes potes. On retourne maintenant à un des plus grands films de l'histoire du cinéma, Delta Force. À Alger, les terroristes libéreront femmes et enfants. Descendez avec les autres femmes. Allez. Lee Marvin parle peu, mais choisit bien ses mots. Je suis désolé, Scott, mais j'ai pas le feu vert. McCoy, c'est OK. Allez, fonce, on y va. Sauf que Ingrid, qui est descendue avec les femmes plus tôt, va avertir les Marvin qui sont beaucoup plus que 2 maintenant. Oui, parce qu'à Beyrouth, ils ont fait monter les gars avec les cagoules noires. Vous vous souvenez? Donc, Lee Marvin, en panique, va devoir annuler l'opération des Deltas. Par chance, Chuck a de l'instinct. Et ça, là, ça va vachement énerver les terroristes. Et ils vont se sentir obligés d'envoyer un message. Tueur de l'armée américaine! Nouvel ordre de mission, destination, Israël. Et on a le droit à un moment d'entraînement avec des bonnets. Les services secrets israéliens informeront Chuck que les terroristes ont transféré tous les otages à Beyrouth. Vous savez où ils ont été transférés? Non, ils ont dû être éparpillés un peu partout dans Beyrouth. Ah, j'aime pas ça. On aura le droit à une conférence de presse des terroristes dans le calme et le respect. Il y en a encore avec vous, n'approchez pas! Chuck se pointe à Beyrouth et comme couverture, il fait honneur au Canada en se présentant comme photographe canadien. Alors, vous êtes Canadien. Votre pays est très beau et les gens sont très paisibles. Sauf que le prêtre orthodoxe qui était le contact de Chuck Norris à Beyrouth va se faire choper et tuer par les terroristes. Partez! 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 D'un autre côté, cet assassinat-là va nous offrir à nous, spectateurs, une course-poursuite incroyable dans les rues de Beyrouth. Victime innocente de cette course-poursuite, un chariot de pastèque ou melon d'eau en québécois. Chuck a bien sûr survécu à sa course-poursuite et il est sur le bord de la plage afin de guider le débarquement de Delta. Quand l'Amérique se pointe,
l'Amérique se pointe. Convoi américain dans Beyrouth. Moi, je vais vous dire un truc, OK? Quand t'as Chuck Norris et Steve James dans 10 mètres carrés, OK? En tant que spectateur, tu ressens un besoin intense en dedans de toi. Celui de crier aux terroristes à travers ton écran, de libérer les otages au plus vite avant de les énerver. Steve James, un acteur intemporel. Quand Chuck Norris te cherche, Chuck Norris te trouve. T'as le bonjour d'Alfred. Quand tu mets un escadron de Delta Force dans les rues de Beyrouth, il y a un carnage. Chuck domine tellement que les terroristes paniquent. Les Américains sont là! Ils ont tout foutu en l'air, c'est l'enfer! Et Chuck Norris ne négocie pas avec les terroristes. Les Américains, je veux négocier. Vous m'entendez? 5 sur 5. Chuck au bazooka. Chuck avec style. Laisse ce truc et descends! Ils ont maintenant réussi à sauver les otages de l'avion. Il reste plus qu'à trouver les otages juifs maintenant, qui eux ont disparu. Et afin d'avoir de l'info, on va devoir mener une interrogation. On choisit l'homme le plus poilu de l'histoire de l'humanité afin de l'interroger. Ouvre la bouche! T'as compris? Ouvre la bouche! Ah! Ah! Avouez que maintenant, il y a tellement de puissance à l'écran. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une surprise partie. Ah, il était temps. T'as tout compris. En plus, Chuck Norris en moto avec la musique de film la plus cool au monde. Chuck sur la route de Damascus, mais qui continuerait sa route sérieusement quand Chuck te regarde comme ça? Qui? Vous arrêtez parce qu'il y a un type en moto qui vous regarde? On repart! Est-ce que Chuck Norris t'a donné la permission de faire demi-tour? Je pense pas, moi. Mesdames, messieurs, les Delta Force. La puissance américaine. Chuck voit le terroriste principal au loin, l'homme à la chemise rouge du début. Pas le temps de déconner. Et vous, mon commandant? Un petit boulot à terminer. Un face-à-face épique. C'est moi que tu cherches. Chuck au sommet de sa puissance. Je vous présente maintenant le regard de la justice. Et la seule justice que Chuck Norris connaisse, c'est la violence. Chuck Norris regarde le mec et c'est la fin du terrorisme au Liban. Steve James et son équipe vont aller libérer les 3 pilotes. Foutons le camp immédiatement avant que tous les excités de Beyrouth se pointent avec leurs mitrailleuses. Quand les pilotes sont libérés, et après que t'aies vu Chuck Norris faire ça, c'est le moment pour toi de sortir ta télécommande, de remettre le film au début et de recommencer. Voici mon opinion sur ce film-là, OK? 1. C'est fort probablement, selon moi, le meilleur film que la Canon ait jamais fait. Également, de très loin, la meilleure réalisation de Menahem Golan. Je dirais même que c'est peut-être un des seuls films de Menahem Golan. Et quand vient le temps de choisir mes films préférés de Chuck Norris, il est dans la conversation à chaque fois. Selon les jours, il va être en 3e position ou en première. Mais il sera toujours dans la conversation. Et venez pas me faire chier avec vos histoires de sociopolitique, géopolitique et blablabla. Je m'en fous. Ce film-là a été fait en 1986 par des Américains et il y a Chuck Norris dedans. Oui, c'est full américain, full Reagan, full tout ce que vous voulez. Et non, c'est pas politiquement correct. Mais c'est juste un film. Donc calmez-vous.
Et pour être un film, c'est un sacré divertissement. Il y a de la tension, il y a des bastons, il y a des explosions, il y a des méchants qui sont pas tout à fait toujours très méchants, étant un protagoniste qui est prêt à aller jusqu'au bout afin de réaliser sa mission. Ça, c'est les USA. C'est bizarre de parler d'un film de la canon et de l'évaluer comme un film, pas en partant avec le concept que c'est fort probablement un nanar. Delta Force n'est pas un nanar, n'a jamais été un nanar et ne sera jamais un nanar. Oui, c'était le petit cadeau de fête que je me suis fait à moi-même. Je le mérite. Et j'espère que ceux et celles qui n'ont pas vu le film prendront le temps d'aller le regarder. Remarquez que durant les dernières années, en tout cas depuis les 10-12 dernières années, il y a au moins 2-3 films sur la guerre dans le Moyen-Orient qui sortent. Ils sont bien sûr maintenant beaucoup plus subtils dans leur américanisme, mais ils le sont quand même. Ils rajoutent 2-3 nuances qu'il n'y a peut-être pas dans Delta Force, mais ils en pensent pas moins. Si vous n'avez jamais vu Delta Force, il faut absolument voir Delta Force, Lee Marvin, Chuck Norris, Steve James. Wow! Et si vous n'aimez pas ce genre de film-là, je vous dirais de prendre quand même le temps d'écouter la première demi-heure, voir si ça serait pas capable de vous accrocher et de vous faire découvrir quelque chose d'intéressant. Bien sûr, le film nous ramène à une époque. Au moins à cette époque-là, il était honnête dans ce qu'il nous montrait. Il essayait pas de faire semblant d'être progressiste pour diluer le message. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs et à partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois. Imaginez que les Ruskov décident d'envahir les USA, déstabiliser le pays, créer le chaos. Mais les Ruskov, ils ont oublié un truc important. Un homme, un mythe, une légende. Chuck Norris. Aujourd'hui, à revue de 1985. Présenté par les films Canon. Invasion USA. Et ça commence maintenant. Le film commence en nous montrant des boat people, un bateau à la dérive, des gens en plein désespoir, la misère, la vraie, couverte par un désir de vivre, le désir d'atteindre l'Amérique. Sauf que c'était la mauvaise journée pour traverser le golfe du Mexique. On va voir Rostov se pointer, qui sera le principal méchant du film. Il va faire croire aux gens sur le bateau qu'il fait partie de l'immigration américaine, et là ils sont tout contents. Sauf que Rostov va sortir les flingues, un véritable carnage. Et on va apprendre que sous ces corps d'immigrants-là, cachés dans un double fond, il y avait de la cocaïne. C'est maintenant le temps de vous présenter Matt Hunter, joué par Chuck Norris. Balade tranquille en aéroglisseur dans les marécages floridiens. Et pour pas perdre la main, petite chasse au croco. On s'imagine que cette semaine-là, Chuck Norris avait besoin de bottes. Ça y est, je tiens. Rostov se rend donc maintenant à Miami pour échanger sa cocaïne contre du pognon. Dans le pire hôtel de passe que vous avez jamais vu de votre vie, il arrive, rencontre les gens pour faire le deal. Et la drogue, c'est mal. Tout le plaisir est pour moi. Et se prendre une balle dans les couilles, c'est pire. Maintenant, il y a un mec de la CIA qui va venir voir Chuck Norris alors qu'il est tout tranquille chez lui. Le mec va bien sûr demander à Chuck de les aider. Mais Chuck, présentement, il est à la retraite et il n'a pas le temps pour ça. Entre sa chasse au croco et ses balades en aéroglisseur, pourquoi il se remettrait les pieds dans cette merde-là? Et ils vont bien énerver Chuck Norris en lui disant que Rostov est derrière un plan qu'ils ne connaissent pas et que ça a l'air gros. Fallait pas m'interdire de le tuer la dernière fois. Maintenant, c'est votre problème. Et parlant de Rostov, il fait des cauchemars en pensant à Chuck Norris. Un des plus gros problèmes de la communauté russe dans les années 80 était de faire des cauchemars de Chuck Norris. C'est fini pour toi. Pour
Rostov il essaie de convaincre ses potes que c'est important de s'occuper de Chuck. Ils le prennent pas trop au sérieux. Mais dans le cas qu'il l'occupe, il ira pas de l'avant avec son plan d'envahir les États-Unis tant qu'il n'aura pas tué Chuck Norris. Donc, il envoie un commando à la piole de Chuck Norris pour l'assassiner. Allez-y mollo avec les lance-grenades, les gars, c'est un cabanon, sa piole. Sauf que quand tu pars en mission pour tuer Chuck Norris, assure-toi d'avoir vu le corps de Chuck Norris. Sinon, tu signes ton arrêt de mort. Parce que dire que tu veux tuer Chuck Norris et tuer Chuck Norris, c'est deux choses complètement différentes. Et quand Chuck Norris a ce regard-là, ben il y a des mecs qui vont crever. On en apprend un peu plus sur le plan de Rostov envahir les États-Unis via la côte floridienne. Et justement, quand la nuit tombe, c'est l'heure du débarquement. On a même préparé une chier de camions pour que ces gens-là puissent se répartir à travers les États-Unis et créer le chaos. Chuck va parler à son pote de la CIA et il va mettre les choses au clair avec lui. Bon, ok, je prends la mission. Mais rappelez-vous, hein, je travaille seul. Salut toi qui écoute une vidéo sur Invasion USA. Pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne juste ici si ce n'est toujours pas fait? Laisse un pouce bleu. Active les notifications et oublie surtout pas de partager la vidéo avec tes potes. On retourne maintenant à Invasion USA avec Chuck Norris. Une petite rue de banlieue normale où les gamins s'amusent à jouer au foot, où on décore des arbres de Noël. Et Rostov, lui, décide qu'il va s'amuser à jouer du bazooka. Pourquoi cibler principalement une petite rue de banlieue comme ça? C'est un film canon. On n'est pas là pour poser des questions. On est là pour apprécier les explosions. Autre indice que quelque chose se passe mal, des flics en pleine nuit avec des lunettes de soleil commencent à tirer dans une fiesta hispanique quelque part à Miami. Tout ça fait partie du plan des Rushkov de créer le chaos à l'interne aux États-Unis. Faire en sorte que les gens se rebellent contre la police, contre le système. Peu d'importance parce que Chuck Norris rentre dans un bar. Il est sur la piste de Rostov et il va aller voir un de ses contacts afin qu'il le pointe dans la bonne direction. Bonne chance, vieux. Je t'enverrai une carte. Et ceux qui se disaient qu'à partir de maintenant, la seule scène d'action presque qu'on avait vue avec Chuck Norris, c'était Chuck Norris en train de se battre avec un croco, eh bien, ça va changer. Il va aller voir un contact de Rostov, commencer par lui mettre gentiment un couteau dans la main. Pourquoi utiliser un flingue quand tu peux utiliser une grenade? Si tu réussis à t'en tirer, tu diras à Rostov, c'est fini pour toi. C'est maintenant au tour d'un centre commercial de connaître la terreur de l'envahisseur, mais c'était sans compter sur Chuck Norris et son pick-up. Sur Chuck Norris et ses Uzi. Sur Chuck Norris et sa main droite. Et sur Chuck Norris et une Mustang. Peut-être que Rostov aurait besoin d'un scotch, un steak et d'une pipe. Ça pourrait peut-être l'aider à se calmer un peu. Parce qu'il commence à devenir vachement parano avec son histoire de Chuck Norris. Oui, tout le monde a compris que tu voulais le tuer, mais t'es pas en train d'envahir les États-Unis présentement. Rien ne doit modifier notre programme, Michael. Ce type nous emmerde, Nico! Ne jamais demander ses papiers à Chuck Norris. Si Chuck Norris veut que vous connaissiez son identité, il va vous la donner. Vous avez un sauf-conduit. Encore une fois à revue, un hélico. Celui-ci avertit les gens de rester chez eux. Restez chez vous, ne descendez pas dans la rue. Et maintenant, les envahisseurs croyaient qu'ils pourraient faire sauter une église. Mais il n'y a pas de chrétiens qui vont mourir dans un film de Chuck Norris. Il va donc prendre la bombe qu'ils avaient placée devant l'église et leur redonner. Ça déconne, hein? Maintenant, ça va marcher. Il y a des mecs qui croyaient qu'ils pourraient fumer des Américains en train de faire leur course. Mais je vous ai déjà parlé de Chuck Norris et son pick-up. Chuck Norris et ses Uzi. Il va même tuer le second Rostov devant tout le monde, il s'en fout. Hunter!
Il y a des mecs qui croyaient pouvoir faire sauter un bus plein d'enfants. Encore une fois, mesdames, messieurs, Chuck Norris et son pick-up. C'est pas à vous, ça? Le pick-up de Chuck Norris dans ce film-là aurait dû être crédité d'un second rôle tellement il y a de l'importance dans l'histoire. Chuck Norris va retourner voir l'agent de la CIA qui lui sert de contact avec un plan. Parce que présentement, Chuck Norris, il peut plus voir des enfants mourir. Et l'Amérique, c'est plus qu'un pays, c'est une philosophie, c'est un mode de vie. Pense à la casse. Et toi, au résultat? Des flics arrivent et dérangent Chuck Norris en train d'écouter un film. Les flics dans ce film-là, ils ont 3 ou 4 scènes et ils servent absolument à rien. Chuck Norris baladé comme une merde devant les médias, traité comme un assassin alors qu'il est en train de sauver la nation. Et il y a un message pour Rostov, et Rostov est mieux d'écouter. Un soir, tu vas t'endormir, et quand tu te réveilleras, je serai là, et je te ferai la peau. Des hélicos qui distribuent des pamphlets, une première à revue. Rostov dans un hélico. Et là, dans la ville, c'est le chaos total. Mais Chuck s'est bien joué d'eux. Chuck avait un plan. Chuck a mis son plan en marche. Oui, parce que s'il s'est fait arrêter, c'était pour attirer Rostov et ses hommes pour qu'ils viennent le tuer. Et comme les troupes vont essayer d'aller tuer Chuck Norris, eh bien, ça va permettre l'intervention de l'armée américaine. L'Amérique contre-attaque. Des tanks, des hélicos, des soldats. L'Amérique va reprendre le dessus. Affrontement final, Chuck Norris, Rostov. Phase 1. Rostov tire dans la direction de Chuck Norris. Phase 2. Chuck Norris s'amuse avec Rostov. Phase 3. Rostov croit pouvoir tuer Chuck Norris avec un bazooka. Phase finale, mais Rostov n'a jamais vu que Chuck Norris avait également un bazooka. Et Chuck Norris, il se casse pas la tête avec les bazookas. Pas comme s'il le portait comme ça, absolument pas. Il le porte à la taille comme un shotgun. C'est fini pour toi. Et c'est la fin d'Invasion USA. Ceux qui connaissent bien le film se rendront compte qu'il y a 2 petits storylines que j'ai pas mis dans la revue. Le premier, c'est celle de la journaliste, parce que Chuck Norris voulait Whoopi Goldberg pour jouer ce rôle-là, et le réalisateur lui a refusé. Si Chuck Norris la veut pas dans le film, moi j'en parlerai pas. Et deuxièmement, celui de la police. Eh bien, la police dans ce film-là, elle sert absolument à rien, mais rien du tout. On parle également d'un film qui apparemment aurait été tailladé au montage pour mettre l'action en avant, charisme de Chuck Norris, et enlever un peu le côté histoire, invasion, enquête, etc. Chuck Norris en premier. Ce film-là, c'est l'Amérique de Chuck Norris. Des aéroplaneurs dans les marécages, des chrétiens, un petit message anti-immigration à gauche puis à droite, 100% anticommuniste. Parce que pour Chuck Norris, le communisme, c'est le véritable ennemi. Comme vous pouvez le voir, clairement pas un film qu'on pourrait faire en 2023. Et c'est à quelque part ce qui fait son charme, c'est un film d'une autre époque, avec de l'action non-stop. Un mec qui voudrait critiquer pourrait dire qu'il y a d'énormes fautes de raccord. Par exemple, Chuck Norris semble toujours arriver au bon endroit au bon moment, c'est la magie du montage. Mais on s'en fout. Parce que quand tu regardes un film de Chuck Norris, c'est pour voir Chuck Norris. Et c'est exactement ce que t'as, en tout cas la dernière moitié du film, c'est du Chuck Norris à toute épreuve. Quand un film est étiqueté canon, il y a comme une petite magie qui vient avec. Et même si c'est pas le premier film de Chuck Norris avec eux, on peut argumenter que c'est peut-être son meilleur. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous conseille absolument d'y jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. C'est divertissant, c'est marrant, c'est over the top, sans être une compétition de bras de fer. Il y a des raisons pourquoi Chuck Norris a développé un tel culte autour de lui, et Invasion USA est une de ces raisons-là. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Merci à ceux aussi qui se sont abonnés dernièrement. Merci beaucoup.
Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner ici si c'est toujours pas fait. Laissez un message, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Aujourd'hui, on salue la vie d'un héros américain. Avec ce qui est probablement, et selon mon opinion bien sûr, son meilleur film. Oui, parce que dans le film que je vais vous présenter, il va devoir affronter la mafia, les Colombiens et la corruption policière. Aujourd'hui à revue, Chuck Norris dans Sale temps pour un flic. Et ça commence maintenant. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. C'est bien ce truc, ça développe le ciboulot. Le film commence par une opération de filature en plein cœur de Chicago. Et là, quand je vous parle d'opération de filature, ils sont tous là. On dirait que la moitié de la police de Chicago a été monopolisée pour s'occuper de cette opération de filature-là. Et ils font tout ça apparemment à travers un mec qui a la coupe mulet la plus bizarre, je dirais, qu'on n'a jamais vu au cinéma. Mais bon, Chuck est en charge de l'opération, donc on n'a pas vraiment à s'inquiéter, n'est-ce pas? Je te le dis, Spider, ce genre de taudis, c'est pas mon style. Ouais, tu parles, c'est du boulot salissant. La tension d'un deal de drogue. Et Dieu sait qu'en 85, la drogue, c'est mal. Mon Dieu, mais j'en ai rien à foutre, moi, les mecs en police, ça me fait gerber, c'est vrai, merde. Et là, tout d'un coup, l'autre côté de la rue, il y a des peintres qui se pointent pour venir faire un petit boulot de peinture, j'imagine. Mon Dieu, mais j'en ai rien à foutre, moi, les mecs en police, ça me fait gerber, c'est vrai, merde. Par chance pour tout le monde, Chuck sent les embrouilles. Oui, il a un radar à embrouilles assez développé, je dirais, Chuck. Les peintres? Quels peintres? Les peintres en bâtiment qui sont entrés dans l'immeuble en face. Malheureusement, il sent les embrouilles trop tard, car les peintres n'étaient pas des peintres. Les peintres sont là pour prendre la coke et le pognon, OK? Donc, ça traverse de l'autre côté grâce à une petite planche en bois qu'ils mettent entre les deux buildings, ramasse ce qu'ils ont à ramasser, et là, Chuck voit tout ça, et là, il va se mettre à tirer. Ben, il n'y a pas le choix. Regarde, il est devant un crime. Et le mec, c'est un bon flic. Son partenaire va prendre une balle, mais inquiétez-vous pas, il va le venger tout de suite. Parallèlement à tout ce qui se passe avec Chuck, dans le building, un flic d'expérience, on va dire, va flinguer un gamin qui sortait de son appartement sans s'être identifié. Une bavure policière. Et là, le vieux flic décide de prendre des décisions qui vont juste empirer le cas, qui en tout cas empirer son cas à lui. Le gamin est mort. On peut plus rien faire pour lui. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son arme, sa deuxième arme, et il va la mettre dans la main du gamin, OK? Et il va, quand Chuck va arriver, il va dire à Chuck, non, mais j'avais pas le choix, Chuck. C'était moi ou c'était lui? Non, mais, hein, on va pas s'en faire pour de la petite racaille qui se fait fumer dans un corridor d'appartement de pauvres. C'était moi ou lui? Oui, ça s'est passé comme ça. De retour au poste, on apprend qu'il y aura une enquête des affaires internes sur la mort du gamin. Et le vieux, lui, il s'en fout des affaires internes. C'est un gars de la vieille école. C'est l'inspection des services qui a demandé une enquête. Lucie Partida. C'est une salope communiste, celle-là. Chuck, lui, dû à l'échec total de son opération, s'en prend plein la gueule de son supérieur. Comme dans la plupart des films de Chuck, à un certain point, il s'en prend plein la gueule de ses supérieurs. J'en ai ma claque, Eddie. Comment est-ce que je vais expliquer tout ça au grand patron? On rencontre ensuite le chef des Colombiens, Luis Camacho. Un méchant, un vrai. Mes amis français se souviendront peut-être de lui dans le film Le Marginal, dans lequel il jouait le méchant face à Jean-Paul Belmondo. Oui, il jouait dans Le Marginal, ce gars-là. Faut dire qu'il a la gueule de méchant parfait, quoi. C'est dur à battre. Dans les années 80, tu pensais à un méchant Colombien vendeur de drogue, c'était cette tête-là qui te venait à l'esprit. Et là, le gars, il va croiser Chuck à la morgue, OK? Parce que Chuck va être venu à la morgue, et là, les gars se croisent à la morgue. On ouvre la gorge, on sort la langue, et on noue. Moi, j'ai toujours dit, menacer Chuck Norris, c'est con. Mais menacer Chuck Norris de lui faire une cravate colombienne, c'est de l'inconscience. Ça vous ira très bien, je crois.
Pourquoi est-ce que tu me la donnerais pas maintenant? De retour au poste, on nous présente ensuite le Prowler, l'avenir du travail policier. Mi-robot, mi-tank, mais capable de résoudre tous les problèmes de la rue. On attend toujours ce futur-là en passant. Il n'y a toujours pas de robot 40 ans plus tard qui se balade dans les rues. En tout cas, pas pour jouer aux flics. De toute façon, vous savez tout aussi bien que moi que tant qu'on ne pourra pas les baiser, il n'y aura pas vraiment de robots dans nos vies. Tout le monde le sait, ça. Il faut vous familiariser avec cet engin. C'est l'avenir. Le boss de Chuck rêve de ces robots-là, mais Chuck, lui, est beaucoup moins convaincu. C'est pas un robot qui va impressionner Chuck Norris. Parce que Chuck, les robots, c'est comme les communistes. Il les a dans le cul. Encore un flingue sans cervelle. Une simple touche commande le feu. Chuck commence ensuite son enquête. Et son premier truc, c'est de filer les Rital, parce que ce seraient les Italiens qui auraient attaqué les Colombiens. Et là, lui, il se met sur la piste des Rital. Et Chuck connaît la filature. Il a du savoir et de l'expérience à partager. Rien à voir avec ce qui se passe, Nick. C'est ça le métier. Moi, je vous le dis, regarder Chuck Norris faire une filature, c'est comme regarder un poète écrire une sonnette. Toute cette filature-là va le mener à une fille nommée Diana. Et Diana, c'est la fille d'un des patrons de la mafia locale, un des mecs qui a participé au meurtre des Colombiens plus tôt. C'est dans une exposition d'art moderne que Chuck fera le premier pas. Je suis Eddie Cusack. Et vous êtes flic, n'est-ce pas? Oui, la fille a une petite attitude, OK, mais les femmes fortes, ça n'a jamais fait peur à Chuck Norris. Ravi d'avoir bavardé. Chuck décide ensuite d'aller voir le chef de la mafia pour lui dire « Bon, on arrête les conneries, là. Il n'y aura pas de guerre de gang sur mon territoire qui est Chicago. Vous allez tous vous calmer. » Mais avant de parler au chef de la mafia, il y a un mec qui vient et qui lui dit « Oh, tu peux pas lui parler. » Ça aussi, tu peux pas bloquer le chemin à Chuck Norris et qu'il n'y ait pas de conséquences, quoi. Va te laver le cul! Chuck va essayer de lui parler, essayer de lui faire comprendre la raison, que ça n'a rien de lancer une guerre, etc., etc. Mais comme plusieurs chefs de la mafia, il veut rien savoir de ce que Chuck a à lui raconter. Et je vous jure que quand Chuck vous regarde comme ça, là, comme je vais vous montrer, là, moi, à ta place, là, je commencerai à écouter ce qu'il a à me dire. Et si en plus il te répond un truc comme ça, moi, à ta place, je commencerai à faire mes arrangements funéraires. On ne me menace pas, moi! Ce n'est pas une menace, Monsieur Scalez. C'est une prédiction. Malgré les meilleures intentions de Chuck, la guerre entre les Colombiens et les Italiens commence. On a tous peur pour Diana. Deviendra-t-elle une victime collatérale de cette guerre de gang-là? Eh bien, pas si Chuck a son mot à dire. Personne d'innocent ne sera victime d'une guerre de gang si Chuck est là. Angel! Lâche-la. Chuck se lance ensuite dans une poursuite endiablée dans les rues de Chicago. Un grand moment de cinéma, selon moi, une des plus belles poursuites des années 80. On voit un Chuck Norris en pleine possession de ses moyens face à un méchant Colombien. Ça fait chaud au cœur. On va se retrouver maintenant dans le métro et là, Chuck va donner un avertissement à ce gars-là. Et quand Chuck t'avertit, écoute. Rends-toi! Le mec, bien sûr, va pas écouter Chuck. Et là, il va commencer à essayer de monter et réussir à monter sur le toit du métro et essayer d'échapper à Chuck. Chicago, ville de tous les dangers. Là, le gars, il pense qu'il va réussir à échapper à Chuck en sautant peut-être une dizaine de mètres dans la rivière. C'est sûr que Chuck va te suivre. Il te pourchasse. T'es fini, c'est fini. Tu penses vraiment que c'est un peu d'eau qui va faire peur à Chuck Norris? Donc, Chuck saute dans l'eau. Sauf que le Colombien, il avait pas regardé des deux côtés de la rivière avant de sauter. Fait qu'il va se prendre un bateau en plein d'en face. Non! Là, la fille que Chuck vient de sauver voit Chuck sortir de l'eau tout mouillé. Pour elle, c'est un éveil sexuel, là. Chuck, lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Il va aller la voir pour la rassurer. C'est un gentleman. Il va la rassurer. Il va lui dire, t'inquiète pas, Chuck est là. C'est donc vrai?
Suite à l'incident d'aujourd'hui, Chuck va décider d'aller cacher la fille chez un de ses amis qui, lui, avant était policier. Et là, il est à retraite, mais Chuck sait qu'en cachant la fille là-bas, elle pourra pas se faire choper par les Colombiens. Donc, il va là. Il va la cacher là-bas. Il demande une faveur à un ami, parce que Chuck a encore des amis. Elle refuse une protection officielle, mais on peut pas la laisser seule. Dans une scène qui apporte absolument rien au film, deux glandus décident d'aller braquer le bar où tous les policiers sont en train de prendre une petite bière tranquille. Comme je disais, on parle de deux glandus ici. Allez, assez rigolé, tas de fumier, les mains en l'air. Pendant ce temps-là, Diana, elle a besoin de réconfort. C'est normal. Pensez à tout ce qu'elle a vécu aujourd'hui, là. Prise en otage par un Colombien, courir dans les rues de Chicago, sans fin, être sauvé par Chuck Norris. Ça arrive pas à tout le monde, ça. C'est pas tout le monde qui est fait pour vivre cette vie-là, quoi. Certaines personnes ont besoin de réconfort. S'il vous plaît, serrez-moi dans vos bras. Après avoir réconforté Diana, Chuck va aller voir son partenaire au bar, le jeune flic qui était avec le vieux flic, qui a vu tout ce que le vieux flic a fait et il va tout lui balancer. Il va tout lui dire. Le vieux a planté une arme, le vieux a tiré sans y penser. Tout ça, c'est de la merde. Chuck va lui dire, mais t'as pas le choix d'en parler aux affaires internes. Parce que si, dans le futur, il tue quelqu'un d'autre comme ça parce qu'il est rendu trop vieux pour être sur le terrain, ça va être de ta faute à toi parce que t'auras pas fait la bonne chose. Et quand vient le temps de décider si tu dois faire la bonne chose ou la mauvaise chose, je pense pas qu'il y ait meilleur conseil que Chuck Norris, là. Moralement, spirituellement, Chuck est au top, là. Alors dis-leur tout, Nick. Je te soutiendrai. Et le lendemain matin, pendant que Chuck, on sait pas il est où, il se passe quelque chose chez son pote, l'ancien flic qui cache Diana. Oui, le gars du câble, il vient. C'est louche un peu, mais regarde, ça pue du cul. Là, il y a plusieurs flics qui décident de pas aider Chuck parce qu'il a pas voulu supporter le vieux qui a fait une bavure, OK? Ça fait en sorte que Chuck, lui, il doit se rendre chez les Colombiens, mais personne vient l'aider. Ça fout une merde pas possible. De l'autre côté, Chuck a peur de personne, ni de rien. Si les autres veulent pas l'aider, là, il va s'en occuper tout seul. Poulet, t'as rien à foutre ici. Quand je voudrais ton avis, tête de nœud, je te sifflerai. Certaines personnes diront, mais qu'est-ce qu'il va faire à 20 contre 1, Steve? Il va faire de son mieux, déjà, parce que c'est Chuck. C'est Chuck. C'est pas parce qu'ils sont 20 contre lui que tout d'un coup, ces burnes disparaissent, là. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. 20 contre 1 ou pas, la loi, c'est la loi. Là, Chuck va décider de se laisser faire prendre prisonnier parce qu'il a le sentiment que Camacho a des choses à lui dire. Il est malin, Chuck. Très malin. Tu amènes Luna, ou la fille meurt. Et Camacho, ce qu'il veut, pour le moment en tout cas, c'est pas de tuer Chuck, non. Lui, il a la fille en otage. L'offre qu'il va faire à Chuck, c'est « Je te donne la fille si tu me donnes son père. » C'est une offre valable à quelque part. Là, la motivation de Chuck est à son comble. Faut qu'il retrouve le père de Diana, OK? Qu'il l'amène à Camacho et qu'il sauve Diana. Et même s'il a mangé quelques petites claques sur le nez par les hommes de Camacho, il n'y a rien qui va l'arrêter, Chuck, parce que Chuck, c'est Chuck, OK? Donc, on se retrouve maintenant sur les boulevards de Chicago à toute vitesse et Chuck essaie d'aller chercher le père de Diana. Oh, le fumier, il est cinglé! Malheureusement, il va avoir un accident, OK? En essayant de choper Chuck, le mec, ça va déconner, quoi. Et là, le père de Diana va se prendre un mur de béton en pleine gueule. Et là, la voiture, elle va exploser. Ça, c'était pas prévu dans le plan de Chuck. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Cette situation-là où le père de Diana est mort, ça va forcer Chuck à mentir. Oui, il va mentir à Camacho. Oui, il aime pas ça, mentir, mais là, il a pas le choix, OK? Il a pas le choix. Dis à Louis que j'ai Tony Luna. Il se retrouve sans l'aide de personne et il doit sauver Diana. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il aime pas cette idée-là, mais il aura pas le choix d'utiliser le robot. Il veut pas. C'est clair qu'il veut pas, mais il aura pas le choix d'utiliser le robot. Mais non, les autres flics veulent pas l'aider. Hein? T'es obligé d'avoir recours à la technologie. Non, faut que vous compreniez qu'il y avait besoin de puissance de feu, là. Puis le robot, ça amène une certaine puissance de feu. Et comme Chuck ne prend jamais de chance, il a emmené un bazooka aussi.
Ça, en 85, les bazookas, tu trouvais ça à la police de Chicago dans toutes les voitures. Et laissez-moi vous dire que quand Chuck Norris te regarde comme ça, là, tu peux compter les minutes qui te restent à vivre. Maintenant, il sort le fusil à pompe. Et Chuck Norris avec un fusil à pompe, c'est un artiste, le gars. Regardez ça. C'est un naturel. Plus de balles dans le fusil à pompe, pas de problème, sort le Magnum. Et du coup, il sort le Magnum, ça devient presque injuste pour les Colombiens. Hé Fred! Camacho se retrouve seul face à Chuck, donc ça va pas bien. En tout cas, pas pour lui. Hein. Nous, on s'amuse comme des fous. Lui, c'est plus compliqué. Là. La fille va y passer! Et oubliez pas que les méchants des années 80, tu dois toujours les tuer 2 fois. Et c'est ce que Chuck va faire. Et ça, c'est la fin de Sale temps pour un flic. On se voit demain. Déjà, Sale temps pour un flic a été réalisé par Andrew Davis. Ça, c'est le gars qui nous a donné Nico, Piège en haute mer et Le Fugitif. Donc, le gars sait réaliser un film d'action, OK? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Mais aussi, le gars est capable de filmer des scènes de combat, des scènes d'arts martiaux avec un Chuck Norris qui est peut-être pas le meilleur acteur au monde, mais sous la réalisation d'Andrew Davis, selon moi, il donne sa meilleure performance en carrière. Parce que la carrière de Chuck Norris peut être à quelque part divisée en 3. T'as le côté hyper nanar, des films hyper nanar qu'il a fait, qui sont vraiment nanardesques. Là. J'ai fait The Hitman, par exemple, sur ma chaîne. C'est des gros nanars. Deuxième catégorie, t'as tout ce qu'il a fait avec Cannon, je dirais, OK? Qui sont très patriotiques, très américains, Reaganesques, etc., qui était son époque Cannon. Et ensuite, t'as quelques pépites, OK? Qui sont des films incroyables avec Chuck Norris dedans. Et ces pépites-là, pour moi, c'est Lone Wolf McQuade, qui donnera quelques années plus tard Walker, Texas Ranger, et Sale temps pour un flic. Ces 2 films-là, pour moi, c'est ses meilleures performances, mais c'est aussi ses meilleurs films, je pense. Et là, je vous parle qualité générale de ce que tu regardes. C'est pas des nanars pour moi, ces films-là. D'ailleurs, Sale temps pour un flic, c'est un super bon film d'action. Même chose avec Lone Wolf McQuade. C'est des super bons films d'action. Le fait qu'il y ait Chuck Norris, l'athlète dedans, ça se voit presque pas. Parce qu'il est très bon dans ces 2 films-là. Oui, il en a fait des nanars, Chuck. Il en a fait une chier. Oui, il en a fait des films qui étaient presque de la propagande. Mais c'était l'époque qui voulait ça. On va pas rejuger le mec maintenant qu'il est mort, quoi. Parce que juger le mec, c'est un peu juger l'époque aussi. Puis on vit pas dans le passé, là. C'est arrivé, ça fait plaisir à regarder, c'est divertissant parfois. C'est la vie, quoi. On va pas commencer à refaire la vie de Chuck Norris parce qu'il est mort. Ceux qui suivent la chaîne savent que j'ai 4 ou 5 films de Chuck Norris que j'ai fait sur ma chaîne. Et il y a un truc que j'apprécie énormément de Chuck Norris. On n'en parle pas assez souvent de ça, mais le mec, c'est un véritable athlète d'arts martiaux. Il a été champion de karaté. Il a fait du kickboxing. Il fait pas semblant d'être bon en arts martiaux. C'est pas Steven Seagal, Chuck Norris. Pourquoi t'es sévère avec Steven Seagal, Steve? Parce que je peux. Et que ce soit les films qu'il avait fait dans les années 70, 80 ou 90, ces qualités athlétiques-là sont toujours là dans les films et ça se voit qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Et c'est super divertissant quand c'est bien fait, comme dans Sale temps pour un flic. Et je vous dirais que si cette semaine vous avez l'intention de revoir un film de Chuck Norris, je vous conseille Sale temps pour un flic parce que c'est dans ce qui est de mieux et c'est peut-être son meilleur film. Selon moi, en tout cas, c'est son meilleur film. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Chuck, on pense à toi. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire juste là, laisser un pouce, activer les notifs. Allez faire un tour sur Patreon où à partir de 3 € par mois, vous pouvez avoir accès à des vidéos exclusives, des vidéos non censurées et sans publicité. En attendant, on se revoit bien sûr la prochaine fois.